On va débuter par la première session qui est rédiger son projet des usagers. Et donc le projet des usagers, quoi, pourquoi, comment. Donc un projet des usagers, qu'est-ce que c'est? C'est un projet porté par la commission des usagers, pensé par les usagers. Et par usagers, on entend les représentants des usagers qui participent aux différentes instances de l'établissement, les représentants et bénévoles des associations qui interviennent dans votre établissement, des patients experts ou ressources, et vous pouvez également inclure d'autres profils comme les aumôniers. Ce projet est conduit de façon coordonnée avec les professionnels et doit être en lien avec les différents projets de l'établissement. Il donne lieu à des actions concrètes au bénéfice des usagers. Le projet des usagers est encadré par le décret du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé qui donne la possibilité à la commission des usagers de proposer un projet des usagers. Cette disposition reprend l'une des propositions du Programme national de sécurité des patients 2013-2017. Le projet des usagers n'est toutefois pas une obligation réglementaire et il n'est pas le seul levier d'intervention ou d'implication des représentants des usagers dans l'établissement. Le projet des usagers, en somme, c'est le reflet d'un partenariat usager, professionnel et direction, que ce soit dans sa phase de conception comme au cours de son déploiement. Ce projet exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. Un projet des usagers peut être proposé dans tout établissement de santé, mais cela n'étant pas une obligation réglementaire, on peut préciser dans tout établissement de santé au sein duquel les conditions pour l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet sont favorables. Et quid des ESSMS? La mise en place de ce type de projet n'est pas prévue telle quelle dans ce secteur, mais pourquoi ne pas vous inspirer du principe qui permet une forme de participation de la personne accompagnée? Pourquoi mettre en place un projet des usagers? La volonté des structures de santé est de répondre le mieux possible aux besoins et attentes de la population qui les fréquente. Pour identifier ces besoins et attentes et définir une politique adaptée, l'apport des usagers est indispensable car ils connaissent les atouts et les limites de ces établissements. Ainsi, l'engagement des usagers dans la stratégie de l'établissement et dans ses déclinaisons opérationnelles peut apporter une plus-value au regard de la pertinence des projets. En effet, les usagers perçoivent des dimensions de la qualité des soins et de la qualité de la prise en charge ou encore de l'accompagnement complémentaires à celles identifiées par les professionnels. Ainsi, on prend en compte le vécu des usagers et on le valorise. S'engager dans la construction d'un projet des usagers, c'est se donner les moyens de mieux sécuriser les patients et leur parcours, mais aussi les professionnels et leurs pratiques. C'est également développer les dynamiques individuelles et collectives d'engagement des usagers. Et c'est bien sûr un projet valorisable lors de vos évaluations. Le critère 1405 de la certification dit que les représentants des usagers sont impliqués dans la vie de l'établissement et l'élément d'évaluation 2, le projet des usagers, est articulé avec le projet médical et soignant. Et vous voyez que bien que le projet des usagers ne soit pas une obligation réglementaire, on peut noter qu'il est une exigence de la HAS dans la dernière itération de la certification. Et dans le cadre de l'évaluation des ESSMS, l'élaboration d'un tel projet peut être valorisée par exemple via l'objectif 1.5. La personne accompagnée est actrice des instances collectives ou de toute autre forme de participation. Sa participation effective est favorisée. Qui est impliqué dans la définition de ce projet des usagers? Parce que ce projet ne doit jamais être une démarche solitaire et déconnectée de la réalité des établissements, on va impliquer différents profils d'acteurs. Les membres de la convention des usagers, les représentants ou bénévoles d'associations conventionnées avec l'établissement, les usagers tels que je les ai définis au début de la présentation, les autres instances et commissions de l'établissement, et des professionnels ressources comme des référents thématiques, par exemple sur la bientraitance, le handicap, le ou la chargée de relations avec les usagers, le responsable qualité, et des médiateurs qui peuvent aussi être des membres, bien sûr, de la commission des usagers. Donc vous voyez ici encore le reflet du partenariat usager, professionnel et direction. Voyons maintenant les étapes de la rédaction d'un projet des usagers. La première étape, c'est la décision d'élaboration de ce projet. Il s'agit de discuter entre membres de la commission des usagers de la possibilité, de l'opportunité de mettre en place un projet des usagers. Un préalable, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir des conditions favorables.
Il faut donc poser un diagnostic, se questionner pour définir si les membres de la commission des usagers ou l'établissement sont prêts à s'engager dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet des usagers. Il existe d'ailleurs pour cela une fiche outil diagnostic qui a été élaborée par France Asso Santé. Si la décision est de ne pas élaborer, le choix est expliqué par écrit et requestionné chaque année. En attendant, vous chercherez à lever les freins liés à cette décision négative. Gardez en tête que de ne pas avoir de projet des usagers ne signifie pas que les représentants des usagers ne peuvent pas s'impliquer dans des actions au bénéfice des usagers, ou que le projet d'établissement ne comporte pas de volet en lien avec les thématiques déclinées dans un projet des usagers. Voilà, questionnement préalable, sommes-nous prêts ou non? Et si les conditions sont réunies, et que le projet des usagers est lancé, il s'agira de procéder à la désignation d'un ou deux pilotes parmi les représentants des usagers membres de la commission. La deuxième étape, c'est le cadrage du projet avec le responsable légal de l'établissement. L'objectif ici, c'est de connaître le pilotage du projet stratégique de votre établissement et des projets dédiés, projet médical, projet de soins, projet social, etc. Et de définir si des interfaces sont prévues et possibles, et particulièrement obtenir le calendrier du projet d'établissement puisque le projet des usagers doit être en lien avec ce dernier. Si le projet stratégique de l'établissement a été récemment adopté, la commission des usagers pourra quand même avancer sur la conception de son projet, et soit un avenant au projet stratégique de l'établissement pourra être envisagé, soit en cas d'impossibilité, le travail produit pourra trouver d'autres formes concrètes d'application en partenariat avec la direction et les professionnels de l'établissement, en attendant de s'intégrer au futur projet d'établissement. La troisième étape, c'est la phase préparatoire du projet entre usagers et professionnels ressources. Elle réunit les usagers et les professionnels ressources, bien sûr, et cette phase va permettre de définir un objectif partagé qui doit être celui de construire un projet pour tous les usagers, dépassant les implications particulières des uns et des autres au sein de l'établissement, et de dresser un état des lieux des réalisations et des besoins afin de choisir des axes de travail prioritaires. Vient ensuite la phase de travail au sein de la commission des usagers, avec des échanges avec les professionnels et la production d'un document écrit. Il est important de prévoir des échanges réguliers avec les instances en charge de l'élaboration des autres projets pour garantir l'articulation avec ces différents projets. La cinquième étape, c'est la relecture et la validation de votre projet par les participants de la phase préparatoire et de la commission des usagers. Le document est retravaillé tant que l'ensemble des représentants des usagers de la commission des usagers ne l'a pas validé. Le document validé est ensuite présenté en CME et en commission de soins ou autre instance par un représentant des usagers et par un représentant de l'instance, par exemple un membre de la CME siégeant en commission des usagers, à l'organe délibérant de l'établissement pour une intégration du projet des usagers dans le projet d'établissement, intégration telle quelle ou en annexe. Retenez que l'établissement doit s'approprier ce projet. Il n'est en aucun cas lié au mandat d'un ou plusieurs représentants des usagers, et un relais doit toujours être possible en cas de départ de ceux qui l'ont rédigé. C'est avant tout une démarche collective. La septième étape, c'est la mise en œuvre ou l'animation du projet. Elle consiste à faire vivre ce projet au quotidien en communiquant le projet auprès des usagers de l'établissement de santé, des associations, de l'ensemble des professionnels, via des affichages, des flyers, le livret d'accueil, des présentations aux équipes dans les différents services et dans les instances. Parce qu'il est indispensable de faire savoir aux usagers qu'il existe un projet qui exprime leurs besoins et leurs attentes et contribue à ce que la stratégie et la politique de l'établissement y répondent. Les actions définies dans le projet sont déployées à cette étape et des indicateurs préalablement définis sont suivis avec un bilan présenté tous les ans en commission des usagers, bilan qui sera intégré au rapport de la CDU présenté à la direction. Enfin, vient le temps du bilan et d'évaluation de la démarche. Avant d'envisager l'élaboration d'un nouveau projet des usagers en lien avec le nouveau projet stratégique d'établissement ou la pérennisation des actions mises en œuvre, il s'agit de procéder au bilan complet du projet, d'en évaluer les résultats. Nous avons parlé un peu plus tôt des pilotes du projet, donc voyons quelles sont ces missions en lien avec les étapes que l'on vient de décrire. Donc, ces missions sont de solliciter un rendez-vous de cadrage avec la direction de l'établissement, constituer un groupe de travail, s'assurer d'un objectif partagé,
recenser et analyser les sources documentaires, dresser un état des lieux des réalisations et des besoins, définir les axes ou thématiques prioritaires, proposer des objectifs et des actions concrètes à mener en lien avec ces axes, organiser les phases de rédaction et de relecture du document, faire valider le document par la commission des usagers, présenter le projet en CME et commission des soins, assurer le suivi régulier du projet. Voyons maintenant comment choisir les axes prioritaires à intégrer à votre projet. Ce choix s'appuie sur une analyse des données de l'établissement concernant l'existant et les actions en cours, telles que le rapport d'activité, le dernier projet d'établissement, les rapports de la commission des usagers, le bilan des événements indésirables graves, le rapport de certification ou d'évaluation, les résultats ISATIS ou autres questionnaires de satisfaction. Les critères de sélection des axes prioritaires peuvent être l'opportunité de décliner une recommandation, une orientation nationale ou régionale, une priorité locale, dont celle déterminée par la commission des usagers, une articulation avec le projet de soins, le projet médical et la certification, un réel potentiel d'amélioration, des insatisfactions liées à la répétition d'un événement, en regardant la gravité pour les usagers, les professionnels et l'établissement, et la faisabilité, l'acceptabilité des actions qui vont découler de ce choix d'axe. Ce projet des usagers, il est formalisé dans un document en général d'une dizaine de pages, dont le plan fréquemment retrouvé que chaque établissement est tout à fait libre d'adapter est le suivant. Le cadre réglementaire, l'engagement collectif et institutionnel, la méthodologie utilisée pour la rédaction du projet, les principaux constats, les objectifs généraux du projet, les axes de travail choisis, et focus sur la mise en œuvre du projet avec la déclinaison des axes en action, avec la nomination de pilotes, de contributeurs, les moyens nécessaires, le calendrier et les étapes, les indicateurs de suivi. Et enfin, on trouve aussi la composition de la commission des usagers et les coordonnées des représentants des usagers. Voyons ici quelques exemples d'actes de travail répartis au sein des catégories que nous avons citées au tout début. Donc sur la politique d'accueil, on peut travailler sur l'accessibilité physique ou sociale, le confort, l'orientation dans la structure, la communication. Sur la qualité et la sécurité des soins, vous pouvez travailler sur la coordination des parcours, la sortie, les suites de la prise en charge, les aidants, l'éducation thérapeutique, l'expérience patient. Et sur le respect des droits, le libre choix, la dignité, l'intimité, la confidentialité, la douleur, les soins palliatifs de fin de vie, la bientraitance, la politique de partenariat usager-professionnel, la place et le rôle des associations, ou encore le traitement des données personnelles. Ici, nous avons listé maintenant des exemples de types d'actions, donc à mettre en lien avec, bien sûr, les thématiques. Là, c'est très générique. Par exemple, une action concrète, c'est de créer un outil, un flyer, une vidéo, un questionnaire, de distribuer un document déjà créé, d'organiser un événement, une réunion, de former, sensibiliser, présenter, d'évaluer une satisfaction, une efficacité, de structurer un parcours ou une démarche, impliquer les professionnels, les usagers, développer un partenariat, améliorer par exemple une signalétique, un accès, un document, une procédure, de mettre en place un comité, un groupe de travail, d'acquérir un nouveau matériel, de simplifier une procédure, de recueillir un avis, un besoin, une expérience, ou enfin, il y en a plein d'autres, mais encore d'expérimenter un dispositif. Et enfin, voici quelques exemples de déclinaison d'axes en actions concrètes en passant par l'objectif à atteindre. Donc, si vous souhaitez travailler sur l'axe promotion des droits des usagers, vos objectifs pourraient être d'améliorer les connaissances des professionnels sur les droits des usagers ou d'améliorer les connaissances des usagers sur leurs droits. Et voici quelques exemples d'actions concrètes. Intégrer une formation sur le droit des usagers au plan de formation des professionnels, créer un livret illustré sur le droit des usagers remis aux nouveaux arrivants, organiser des temps d'information à destination des usagers, produire et diffuser des vidéos informatives, concevoir un livre explicatif sur le droit des usagers, créer un espace d'information bien identifié, mettre en place une maison des usagers. Vous avez ensuite
les mêmes exemples pour l'acte de travail, information de l'usager tout au long de sa prise en charge ou développement de l'accompagnement des proches et des aidants. Je ne vous les lis pas, vous les aurez sur le support et encore une fois, ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. Ce que vous pouvez retenir, c'est que le projet des usagers, ce n'est pas une liste des actions menées par les représentants les représentants des usagers dans l'établissement. Ils peuvent être impliqués dans certaines actions, mais pas dans d'autres. Ce sont bien les actions menées pour l'usager, quels qu'en soient les acteurs que l'on trouve dans ce projet. Et ce projet, donc, qui n'est pas une liste d'actions ou une compilation d'exigences, mais bien un plan d'action. Qui dit plan d'action, dit règles à respecter pour s'assurer de sa bonne mise en œuvre. C'est-à-dire la désignation d'un pilote, de pilotes et de contributeurs, la décision d'un calendrier à respecter, à quelle date l'action doit-elle être réalisée et quand devrons-nous en assurer le suivi, et le suivi qui passe justement par le choix d'indicateurs. Les indicateurs de réalisation qui sont tous les éléments mesurables qui permettront d'apprécier la mise en place d'une action, comme par exemple le nombre de réunions animées, le taux de professionnels formés ou le nombre de flyers distribués, et les indicateurs d'efficacité qui sont tous les éléments mesurables qui permettront d'apprécier l'évolution d'un constat de base, comme le nombre de réclamations sur une thématique que vous irez comparer avec ce que vous constatiez au départ, le nombre de sollicitations reçues, un taux de satisfaction, la fréquentation d'un espace, les résultats d'une enquête. Donc, voilà pour cette présentation du projet des usagers. Et maintenant, pour un peu l'illustrer sur la façon dont ça se déroule sur le terrain, on a la chance d'avoir parmi nous Monsieur Claude Goulet, représentant des usagers, qui a pu vivre déjà la mise enfin, la rédaction et la mise en œuvre d'un projet des usagers et qui travaille sur un deuxième projet. Donc, Monsieur Goulet, votre micro est allumé. Je vais pouvoir vous donner la parole. Je vous remercie d'être parmi nous. Et donc, la première question qu'on voulait vous poser, c'était comment s'est passée la mise en place du projet des usagers, du premier projet des usagers dans votre structure. Le premier projet des usagers, parce que nous en sommes maintenant au projet deuxième, 2025-2029, ça a démarré très simplement. Votre présentation est bien et très théorique. Dans la pratique, nous sommes partis avec un groupe de travail sur un texte martyr rédigé par les usagers. Et dans notre groupe de travail, c'était la DSSI, les cadres de santé. Nous avons longuement débattu. Les usagers, on était venus avec une vingtaine de pages de droits des usagers déclinés et on a fini sur un texte plus de moins de la moitié. Donc, il y a eu des débats très, très forts, très intéressants, et ces débats, on les a retrouvés en CDU, on les a retrouvés en conseil de surveillance, et ça a bien plu en conseil de surveillance, parce que les administrateurs voter des budgets, des décisions modificatives, ça les passionne moins que de parler des droits, des libertés à aller venir, etc., dans l'établissement. Donc, on a eu donc ça, un texte martyr. Si on avait fait des réunions pour savoir comment rédiger un projet, on y serait encore. Donc, un texte martyr qui a été ensuite validé par la direction, qui est passé en CDU, puis dans les instances, et enfin au conseil de surveillance. Nous avons terminé aussi sur des axes d'action. Nous avons fait des actes d'action. 2029, par exemple, c'est améliorer l'accueil du patient, notamment en situation de handicap, avec la création d'un comité de pilotage sur le handicap, renforcer la coopération avec les représentants des usagers, parce que globalement, dans l'établissement, les représentants usagers sont méconnus, même des soignants, et diffuser aux professionnels et aux usagers davantage d'informations sur leurs droits. Voilà les trois axes retenus sur 5 ans. Ce que je dois dire, c'est l'intérêt de tout ça, c'est euh, les débats qui ont été soulevés par la création de ce projet des usagers. C'est pas le tout de reprendre la loi du 4 mars 2002 ou le code de la santé ou les chartes. On connaît tous, c'est pas dur, les textes, c'est pas dur à trouver. Mais quand on parle de respect, par exemple, des libertés individuelles, la liberté d'aller et venir, mais c'est un débat qui n'en finit pas entre les unités protégées, la médico-psychiatrie, etc., etc. La soignante qui interdit aux malades de descendre à la cafétéria, etc. Enfin, tout et n'importe quoi, y compris les petits badges qu'on met des petites puces qu'on met dans les vêtements pour quand ça sonne, quand ils passent la porte, etc. Il y a un tas de droits des malades, de liberté d'aller et venir, de léser,
Quand c'est pas des médecins qui parfois disent mais je suis responsable, c'est moi qui, etc. Le malade est responsable de ses actes, c'est pas le médecin, c'est pas le soignant. Hein, vous me direz combien de soignants ont été condamnés pour des libertés d'aller et venir, des malades. Donc, il y a différents débats comme ça qui sont très très longs. Quand on parle aussi des unités protégées, des unités protégées où parfois l'EHPAD est fermé le soir, il y a l'unité protégée qui est fermée, voire des chambres fermées dans l'unité protégée. Mais on est où? Donc, tous ces débats-là ont lieu. Euh, on ne parle pas des bracelets électroniques, des contentions, des projets zéro contention, mais on peut débattre aussi de l'intimité. Usager, j'étais invité récemment à l'école d'infirmière, travail de troisième année, sur est-ce qu'il faut fermer la porte lorsqu'on fait des soins? Non, mais en troisième année, peut-on se poser cette question? Donc, ça a été intégré dans notre charte, dans le projet des usagers. L'intimité est garantie lors des soins. Mais le débat a lieu, les toilettes, en EHPAD par exemple, où les portes restent ouvertes et, bah, pour pouvoir s'appeler les unes les autres, s'appeler demander des coups de main. Mais c'est désagréable pour le malade, là, son intimité, sa vie privée. Donc, il y a la douleur. La place de la personne de confiance a aussi été une zone de débat. Euh, c'est pas si simple que ça, notamment en fin de vie. Alors, il y a tout le débat aussi sur la fin de vie. Donc, usagers, on a participé à des réunions, des formations pour les soignants sur les directives anticipées, médecins, usagers, pour parler de la fin de vie. On a des droits quand on arrive en fin de vie. Euh, on a fait aussi des formations sur les majeurs protégés, les soins aux majeurs protégés. Depuis la loi du 23 mars 2019, ils ont tous les droits de tout le monde. Ils peuvent voter, ils peuvent signer des contrats, ils doivent donner leur accord sur les soins. Alors, on n'a plus besoin de demander au juge si on peut faire quelque chose. Donc, il y a des débats de fond et des droits qui sont inconnus de certains soignants. On a fait des formations sur les droits des majeurs protégés. Euh, donc, il y a donc des débats, des déclinaisons qui ont été extrêmement intenses, très intéressantes, mais on est parti sur un texte martyr de départ que nous avions rédigé, nous, usagers. Voilà, en gros, je vais présenter rapidement, je veux bien répondre à des questions. Euh, ma deuxième question, c'était, donc là, on a vu comment vous l'avez mis en place, et après, sur la partie, une fois qu'il a été validé, et donc sur la partie de la mise en œuvre, est-ce que c'était difficile de faire vivre ce projet? Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait en sorte que voilà qu'il vive? Alors, le débat a eu lieu notamment en commission de soins infirmiers c'est les cadres infirmiers qui ont le plus été interpellés. Euh, Nous avons fait aussi des enquêtes internes euh, lancées par la CDU et faites par les usagers sur l'information des malades. On a été interrogé dans les services, les patients dans leur chambre. On a fait aussi sur les libertés. Voilà, donc, et des grands débats. On a eu des grands débats sur les contentions qui ne sont toujours pas terminés. On n'est pas toujours tout d'accord sur la façon dont se font les contentions. Euh, on a eu des débats aussi sur l'information des malades sur les directives anticipées, les familles, quand la décision est prise par le collège. Est-ce que la personne de confiance ou la famille est prévenue, qu'elle puisse appeler le juge pour s'opposer éventuellement à la décision du médecin après le collège? Donc, nous avons des débats qui n'en finissent pas et c'est très intéressant, c'est construit en permanence. D'accord. Donc, pour vous, il y a vraiment un impact positif d'avoir déployé un projet comme celui-ci dans vos structures. Ça permet au moins de poser des questions qui sont très importantes du côté des usagers. L'intimité, quand on est dans sa chambre, c'est quelque chose de très important pour le malade. Or, pour le soignant, avoir la porte ouverte, rentrer, repartir, etc., entrer sans frapper, il y a un chirurgien qui a été condamné pour violation de la vie privée, article 9 du Code civil, parce qu'il était rentré dans une chambre de chirurgie sans prévenir, alors que madame était occupée avec son mari. Donc, il y a la liberté, il y a l'intimité, il y a plein de choses qui sont vécues du côté du malade qui sont intéressantes à remettre en place par rapport aux soignants qui ne le voient plus. D'accord.
J'ai une question d'Hélène qui est comment vous aviez élaboré ce texte martyr? Le texte martyr, il est passé par des convictions déjà du vécu, mais aussi on s'est basé sur les articles 100 111, 10, 11, 11, la loi du 4 mars, du Code de la santé et la loi du 4 mars, euh, qui en fait reprennent tous les grands principes. On trouve tout dans le Code de la santé, dans les premiers articles. Et donc, il ne faut pas inventer l'eau chaude. Par contre, après, c'est la déclinaison concrète dans nos services. Les libertés d'aller et venir, je vous dis, c'est un débat qui n'est pas encore clos sur Donc vous le s'il retrouvez dans sort la et puis deuxième qu'il a. version. Comment? Si vous retrouvez ce même sujet dans votre deuxième version de projet des Ah, usagers, là, qui vient de débuter. complètement. On l'a aussi amélioré sur les droits des femmes en maternité et des bébés. On l'a aussi parlé des IVG des mineurs. On l'améliore, on l'affine au fur et à mesure des versions. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Monsieur Boulet dans le chat ou si vous voulez rallumer votre micro? Quel a été l'accueil des professionnels de l'établissement par rapport à votre projet des usagers? Est-ce que vous avez des retours des professionnels de l'établissement sur les axes qui ont été développés? Oui, oui, par rapport au personnel infirmier. Par rapport au personnel infirmier, encadrement notamment, sur des débats sur le refus de soins. Mais c'est quoi notre métier si les malades ne veulent plus se faire soigner? Qu'est-ce que je fais, etc. Sur l'inviolabilité du corps. Donc, on a des débats, on a des chocs parfois, notamment les libertés. Euh, Les libertés d'aller et venir du malade dans le service, dans l'hôpital, quitter l'hôpital. Il y a des débats avec l'équipe de soins, très peu avec le corps médical. On a eu quelques heures avec certains médecins qui ne voulaient pas de la personne de confiance, un médecin, une personne de confiance lors des consultations, mais globalement, c'est plutôt avec le personnel infirmier qui est dans sa routine quotidienne et qui ne voit plus, alors qu'ils sont très proches des malades. Je ne peux pas dire, c'est vraiment des gens très bien, les aides-soignants, qu'est-ce que soit le grade, mais c'est plutôt qu'ils sont dans la routine quotidienne. C'est comme si le malade était au service de l'hôpital et non l'hôpital au service du malade. Et donc, ils sont dans leur métier, ils font leur métier. Et là, il faut revoir pas mal de pratiques, quelques pratiques à revoir. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que la mise en place du projet des usagers a permis une prise de hauteur pour les soignants de terrain avec un retour sur le questionnement de la place centrale du patient ou du résident dans les soins, en fait. En gros, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Nous, vu du côté des usagers, c'est de replacer le malade au centre. C'est lui le décideur de ses soins. Et que ce soit plus un tiers qui veuille pour son bien décider qu'il lui faut avoir tel produit, tel soin, etc. C'est le malade qui est décideur de ses soins et non pas le soignant. Donc, il faut passer la théorie de dire que c'est le bien, le bien supérieur du malade qui compte. Non, c'est le choix et la décision du malade qui importe. Et ça, c'est dur à repositionner. Mm. Donc, c'est, J'ai c'est toujours, une façon de remettre du sens, en fait, dans nos actions au quotidien et de sortir, vous l'avez très bien dit, des habitudes et des automatismes, en fait. C'est de remettre le sens de ce qu'on fait. oui, et puis ce que je Mm. me méfie toujours, c'est des gens qui veulent le bien des malades contre leur volonté. C'est les pires, la pire tyrannie qui existe dans le domaine sanitaire. Mm. La C'est le différence choix du entre malade qui compte. bienveillance et bientraitance. Et on rentre dedans complètement. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci.